Je suis Vincent Bellet, je travaille à l'Institut d'élevage, donc au département économie et surtout sur les ovins viande. Et j'ai également une mission qui est de coordination régionale sur l'Ouest, mais aussi nationale sur les réseaux vins viande, mais réseaux vins viande, on va dire traditionnels ou conventionnels. Donc ce que je vais vous présenter, au moins pour démarrer, c'est les résultats d'un programme CASDAR, donc le programme Agneau Bio, qui était piloté par l'ITAB. Et donc moi j'étais responsable de l'action plus sur les repères, donc les références techniques et économiques, notamment pour les installations. Alors c'est vrai que là je ne vais pas vous parler d'éléments en termes d'investissement. Ceci dit, j'ai fait une présentation au SPACE il y a pas bien longtemps, je ne sais plus quand ça, enfin, il y a donc s'il y a des questions par rapport à ça, on pourrait éventuellement en parler après, quoi, sur le coût des investissements, parce que ça, voilà. Sachant qu'il y a des spécificités bio toujours, bien sûr, mais elles ne sont pas forcément à tous les niveaux. Et alors sur le lait, là j'ai pas prévu forcément d'en parler, sachant que dans ce programme, les deux bassins laitiers, c'était les deux premiers bassins laitiers français, à savoir Roquefort et les Pyrénées-Atlantiques, étaient représentés, donc c'est pas forcément adapté à ce qui peut se faire en Bretagne, surtout qu'il y avait une intervention juste avant qui était très intéressante sur le sujet. Donc voilà, donc ce programme... les objectifs, en fait, il y avait deux grands volets. Un volet sur améliorer l'efficacité commerciale, donc avec la mise en place d'un observatoire sur la commercialisation en circuit long, via les OP, les organisations de producteurs. Le développement d'un outil aussi pour accompagner les projets. Enfin, c'est un outil qui a été mis en place par un collègue de l'INRA et là qui a été adapté, notamment pour le lait, mais aussi sur la bio. Enfin, il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été mises en place. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le volet durabilité, donc référence, on va dire durabilité économique, gagner sa vie, la viabilité, durabilité aussi en termes de vivabilité, temps de travail. Alors, il y avait un aspect environnemental aussi dans le programme, mais là, je n'ai pas prévu de vous en parler aussi ce matin. C'est plus frais. Donc il y avait des cas concrets qui ont été rédigés pour chaque bassin de production qui était présent dans le programme. Et ces cas concrets, ils sont disponibles sur le site de l'ITAB et puis bientôt aussi, je pense, sur celui de l'Institut d'élevage. Voilà, donc là, ce dont on va parler, c'est des résultats techniques et économiques et du temps de travail sur les élevages qui ont été suivis en ovins allaitants sur deux campagnes, donc 2012 et 2013. Donc voilà, la localisation alors j'ai pas parlé des partenaires, en fait les partenaires dans ce programme c'était pour moitié des GAB et pour moitié des champs d'agriculture. Et donc il y a eu pas mal de partenaires qui se sont proposés pour participer. Donc les deux principaux bassins laitiers ici, donc Pyrénées-Atlantiques et Roquefort. Et après, vous voyez, donc ça allait, on avait une dominante sud, mais c'est logique en ovins. Et donc des pays de la Loire, Poitou-Charentes, le centre. Après Limousin, Auvergne, Lorraine, Rhône-Alpes, essentiellement la Drôme, et PACA, mais qui n'a démarré que la deuxième année. Et Midi-Pyrénées, ça a été un peu compliqué aussi. Là, ils nous ont abandonné en cours de route. Et donc là, on va parler... donc en gros, voilà, une cinquantaine de fermes en ovins viande, une dizaine de fermes laitières. Et là, donc, je vais vous parler des ovins viande. Donc, dans ce programme, donc, la mixité des productions, c'est assez classique en élevage allaitant. Historiquement, sur tout le bassin herbagé, on avait beaucoup de systèmes mixtes ovins, bovins, viande, ou des systèmes mixtes ovins, grande culture dans les bassins céréaliers. Et c'est encore plus important, on va dire, en bio, de jouer sur la complémentarité des productions. Donc là, on avait en ovin viande seulement un petit tiers, donc une quinzaine d'élevages spécialisés. Après, des systèmes mixtes ovins et grande culture, ou culture spéciale, ou culture pérenne dans le sud. Pas mal de systèmes avec des granivores aussi, des porcs, des volailles, notamment dans des logiques de diversification du panier en vente directe. Et relativement peu finalement de systèmes mixtes traditionnels ovins et bovins viande. Après, il y avait d'autres formes de diversification, notamment du tourisme, une ferme avec des ovins laits aussi en PACA, de l'entreprise aussi. Après, les tailles de troupeaux, en fait, donc c'était très très variable. En gros, on avait un gros tiers de troupeaux de moins de 200 brebis, donc ce qui correspond effectivement à des logiques de diversification.
Mais ça allait jusqu'à près de 2000 brebis, sachant que là c'était sur des structures sociétaires, des GAEC, enfin, avec même des fois du salariat, notamment quand il y avait de la transformation. Donc des structures sociétaires avec 3-4 associés. Alors, en élevage au vin viande, ce qui est très structurant de l'atelier, c'est la conduite de leur production. Parce que derrière, donc, ça va notamment générer les périodes de vente. Enfin, c'est les points de travail, hein, les mises bas en viande. Et donc derrière, ça conditionne aussi pour partie le mode d'alimentation. Donc là, on avait surtout des systèmes avec une mise bas par an. Enfin, pardon, non, pas d'accélération, quoi. Effectivement, en bio, enfin, l'accélération, ça demande quand même une alimentation assez soutenue. Et derrière, ça peut être des coûts relativement conséquents, et ça a été bien montré par des collègues de l'INRA qui avaient fait des expérimentations là, sur le site de Thé en Auvergne, où en bio, une véritable accélération, ça vaut pas le coup. Donc on a surtout des systèmes avec une mise bas par an, bien sûr, et alors soit sur une période, en automne, en hiver, au printemps, et donc quand même pas mal d'élevage avec 2 périodes de mise bas, donc saison contre saison, automne-printemps, si on caricature. Donc on va les voir donc, successivement, par importance croissante. Donc les systèmes avec une mise bas principale en automne, c'est essentiellement des systèmes du sud, donc sud-est ou sud-ouest. Donc sud-est, c'était la Drôme et puis PACA. Sud-ouest, Aquitaine, Midi-Pyrénées. Donc ce sont avant tout des systèmes pastoraux, donc avec pas mal de parcours individuels, mais aussi des parcours collectifs, donc des montées en estive l'été, des races rustiques. Et là, le gros des agnelages, donc c'est le 4e trimestre, notamment avec un pic au mois d'octobre. C'est des systèmes qui sont relativement extensifs, y compris sur la conduite animale, c'est-à-dire que les agnelles ne vont pas mettre bas, on ne va pas mettre en lutte les agnelles. Donc les mises bas se font à 18 mois ou 24 mois. Donc ce sont des antenaises, comme on dit, hein, c'est la 2e année. Et elles mettent bas en général au 1er trimestre. Et c'est aussi lors de ce 1er trimestre que les vides de l'automne mettent bas en général. C'est assez classique sur les systèmes de contre-saison. Et là, donc, on a des performances qui classiquement sont relativement limitées. Donc on est dans un milieu naturel relativement difficile. Et du coup, la productivité brebis, elle est forcément limitée par la prolificité déjà des races rustiques, hein, et par le fait que la première mise bas se fait à 2 ans. Deuxième groupe, donc là c'est les mises bas d'hiver. Donc ce sont des luttes de saison relativement précoces, et ça on l'a surtout rencontré donc, dans l'ouest de la France, donc des régions avec un hiver relativement doux, clément, hein, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, et là avec des agnelages qui démarrent au 4e trimestre, décembre, voire des fois un peu avant, dès la mi-novembre, et qui vont s'étaler jusqu'en avril-mai, avec un pic autour du 1er trimestre. Donc dans ces élevages-là, il n'y avait pas d'agnelage de contre-saison, pas d'agnelage d'automne. Et les agnelles sont en général lutées la première année. Un petit peu d'utilisation de l'effet bélier pour avancer un petit peu la saison. Donc l'effet bélier, classiquement, ça permet de gagner on va dire un mois. Et un peu d'utilisation de crayon marqueur aussi pour repérer les brebis saillies. Et là, c'était un groupe où on avait c'était le groupe où on a eu les performances les plus hétérogènes en termes de taux de mise bas et de mortalité. Donc pas des super résultats en général. Le 3e groupe, conduite, on va dire, un peu plus traditionnelle, avec des mises bas plus tardives, dans des régions avec un climat, donc l'hiver plus dur. Donc automatiquement, on va reporter les luttes et les agnelages, si on veut les caler sur la pousse de l'herbe. Donc Limousin, Auvergne, Lorraine, mais aussi dans le sud, dans des secteurs montagneux. Donc les agnelages sont beaucoup plus regroupés par rapport au groupe précédent. Il y a une partie qui font des rattrapages des brebis vides sur la contre-saison, donc, mais dans le sud uniquement. Et là, donc, dans les élevages du sud, on a des premières mises bas à 18 mois, et sinon dans les systèmes plus du nord, c'est donc des mises bas entre 12 et 15 mois,
Donc en général un petit peu décalé par rapport aux misbah des adultes. Dans ce groupe-là, il n'y avait pas d'effet bélier, pas de volonté d'avancer les misbah, pas non plus de suivi des saillies avec de crayons marqueurs, et des résultats plus homogènes que dans le groupe précédent. Le troisième groupe, ou le quatrième plutôt, donc le principal, donc des systèmes avec 2 périodes de misbah, contre-saison, donc qui regroupe à peu près un tiers des agnelages. En général, c'était uniquement sur le 4e trimestre, ça ne démarrait pas dès le 3e trimestre. Et donc le souci, effectivement, quand on fait la contre-saison, c'est l'approvisionnement de ce lot de contre-saison, et en général, ça se faisait par des brebis qui étaient cyclées sur l'automne. Donc elles revenaient d'une année sur l'autre sur cette période-là. Avec, au départ, pour approvisionner, il faut bien sûr soit accélérer quelques brebis du printemps, ou l'autre solution, c'est de faire mettre bas des agnelles qui sont nées au printemps, leur faire faire leur première misbah à 18 mois. La première misbah de ces agnelles, elle est étalée effectivement entre 1 an et 1 an et demi. Donc 1 an et demi, ça permet d'approvisionner la contre-saison, le lot de contre-saison. Et dans ce lot, il y avait quand même la moitié des éleveurs qui utilisaient l'effet bélier avec cette volonté d'avance d'agnelage sur la contre-saison. Mais peu d'échographie pour suivre les résultats. Et donc par rapport au groupe précédent, c'est quand même celui où on avait les meilleurs résultats. Voilà, donc c'était le descriptif des pratiques en fonction des différentes conduites de la reproduction. En termes de résultats, donc on a eu une variabilité très très forte en fait, mais ce qui est assez classique quand même en ovin viande, surtout que là on avait des conduites très différentes, mais aussi à l'intérieur des groupes. Donc là, le graphique que vous allez voir, je vais vous le monter progressivement. Donc vous aurez en abscisse les résultats 2012 et en ordonnée les résultats 2013. Donc on commence par le groupe en agnelage d'automne, donc système du sud, race rustique, première misbah à 2 ans, donc des productivités assez faibles. Vous voyez, il n'y a pas de productivité qui dépasse en gros 90%. Enfin, on n'atteint pas un agneau élevé par brebis et par an, mais c'est assez classique et assez logique. Le deuxième groupe, donc misbah d'hiver, donc plutôt Pays de la Loire, Poitou-Charentes, donc des résultats assez hétérogènes. Vous voyez, des productivités qui sont finalement pas trop variables d'une année sur l'autre, assez stables, et donc entre un agneau et un agneau 2 par brebis, à l'exception d'un élevage sur lequel on a eu des soucis les 2 années. Le troisième groupe, donc misbah de printemps, donc des systèmes plus simples, avec des aignages plus groupés, donc des productivités un petit peu plus élevées, vous voyez, entre 0,8 et un agneau 4, avec un peu de variabilité entre années, mais ça reste quand même relativement, on va dire, relativement stable, quoi. Le dernier groupe, donc les points violets, là c'est 2 périodes de misbah par an, donc un peu de contre-saison. Là vous voyez, on a vraiment, ça va en gros de 0,6 à 1,4, voire 1,6. Donc on a finalement des résultats qui sont relativement stables, quoi. Donc la diagonale, en fait, les élevages qui sont sur la diagonale, ça veut dire qu'ils avaient exactement les mêmes résultats en 2012 et en 2013. Donc on en a après, on en a d'autres, vous voyez, qui passent de 0,9 à 1,6, et on doit pouvoir en trouver dans le sens contraire. Un élevage qui passe de 1 à 0,5 la deuxième année. Mais bon, globalement, ça reste relativement stable. Donc ici, vous avez, en abscisse, vous avez la productivité. Donc on retrouve, ça va de 0,4 ou enfin 0,5 à 1,8. Et en ordonnée, vous avez le taux de mortalité. Un taux de mortalité, 0,50. Donc je ne sais pas, effectivement, c'est un des soucis qu'on a en élevage ovin classiquement conventionnel. Ordre de grandeur moyenne de mortalité des agneaux, on est entre 15 et 20%. Et là, en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que cette productivité, elle est, sur notre groupe, elle est à peu près du même niveau. Elle est du même niveau, alors qu'on aurait pu espérer qu'elle soit inférieure. Dans la mesure où on a des prolificités des brebis qui sont plus faibles, on devrait avoir moins de mortalité. Et des petits troupeaux aussi, mais ce n'est pas le cas. Donc là, c'est un petit peu une déception par rapport à ce que j'avais imaginé au début. Donc on voit bien que les élevages qui maîtrisent mieux la mortalité ont plutôt des productivités plus élevées, ça coule de source.
Donc voilà, c'était un des enjeux, mais ceci dit, c'est un problème qui est très important en élevage ovin allaitant, et là, les collègues généticiens commencent à se pencher dessus. Là. Il y a des travaux écossais qui ont montré qu'on pouvait sélectionner sur le comportement des mères, la vigueur des agneaux. Enfin, on le sait de toute façon, il y a déjà des différences entre types génétiques, entre races qui sont assez marquées, entre races rustiques tout simplement et races bouchères. Donc là, par exemple, les Vendéens et les Rouges de l'Ouest là, vont s'engager a priori dans un programme de sélection sur ces critères-là. Donc voilà pour la partie repro. Je passe à l'alimentation. Si on schématise, en fait on avait deux types de systèmes. Donc des systèmes qu'on appelle herbagés, c'est-à-dire des systèmes qui n'ont pas trop de parcours, ou s'ils ont quelques parcours, ils n'en dépendent pas trop. Et vous voyez, en chargement, on était sur un niveau de chargement moyen très faible, 0,9 UGB. Dans notre définition à nous, on considère qu'un élevage est herbagé jusqu'à 1 UGB4 de l'hectare. Au-delà, on parle de systèmes fourragés, plus intensifs, où il va y avoir de l'ensilage, etc. Donc des systèmes herbagés avec des chargements très faibles. On le verra, ça peut avoir des conséquences d'ailleurs en termes de coûts de production. Et d'autres systèmes, donc plus dans le sud, avec des parcours individuels. Donc en moyenne, vous voyez 76 hectares de parcours individuels, c'est quand même assez conséquent. Et aussi une forte utilisation, un fort taux d'utilisation de parcours collectifs, vu que 10 sur les 13 là, de 2013 utilisaient des parcours collectifs, donc ça veut dire des montées en estive essentiellement. Alors si je reprends maintenant les différents groupes de conduite de la repro, et qu'on décline les pratiques en matière d'alimentation, voilà ce que ça donne. Donc pour le groupe en annulage d'automne, donc ce sont avant tout des systèmes pastoraux et qui donc du coup, enfin en général, sont pas complètement autonomes en fourrage, donc on achète un petit peu, mais par contre utilisent relativement peu de concentré. Il y a des objectifs de production qui sont assez bas, donc du coup il n'y a pas besoin de concentré. Ils sont en général autonomes en céréales pour les brebis, ils en font un tout petit peu, juste ce qu'il faut. Et donc les parcours de proximité sont utilisés au printemps. En estive, donc ils montent, l'été, pardon, ils montent en estive. Et à la redescente d'estive à l'automne, ils utilisent des parcours et les repoussent des parcelles de fauche. C'est assez classique. Et là, il y a un fort recours aux foin de légumineuses pour les brebis allaitantes quand elles sont en bergerie à l'automne. Et donc derrière, les agneaux sont faits en bergerie, donc là, ça veut bien dire une consommation quand même de concentré incontournable. Le deuxième groupe, donc agnelage d'hiver, donc plutôt ouest, Pays de la Loire, Poitou-Charentes. Là, il y a beaucoup plus de concentré qui est utilisé. En général, les élevages sont quasiment autonomes. Vous voyez, 10% d'achat de concentré sur la quantité. Et en plus des céréales, il y a en général des cultures de protéagineux. Donc on a des potentiels supérieurs aux régions sud. Comme les agnelages sont assez précoces par rapport au mise-bas, il y a souvent une petite phase quand même de bergerie entre ces mises-bas, entre les premières mises-bas et la mise à l'herbe. Et pendant cette phase de bergerie, là aussi on va retrouver du foin de légumineuse et parfois dans certains élevages un peu d'ensilage ou d'enrubanage. Donc après la mise à l'herbe, les brebis pâturent avec leurs agneaux et au sevrage, en fait, les agneaux sont de préférence mis sur des repousses de fauche, voire sur des dérobés ou sur des prairies en légumineuses. Enfin, classiquement, c'est les trois voies les plus utilisées pour finir des agneaux en limitant les risques parasitaires. Mais globalement, on a quand même assez peu d'agneaux qui sont finis exclusivement à l'herbe. Ils sont en général complémentés à l'herbe, je dirais comme en conventionnel, ou finis en bergerie. Donc dans ces systèmes avec mes mise-bas d'hiver. Le troisième groupe, donc le système agnelage de printemps. Donc là, il y a moins de recours au concentré, parce qu'on n'a pas on a beaucoup moins de temps de bergerie. Les mises-bas sont plus tardives, donc les mises-bas sont plus calées sur la mise à l'herbe. Et bon, il y a quand même en général un peu de céréales prélevées. Des protéagineux, c'est moins souvent vrai, parce qu'en fait les potentiels sont pas du même niveau. Et derrière, on a des conduites d'agneaux qui sont très très variables. On a des systèmes là où il n'y a aucun concentré, tous les agneaux sont finis strictement à l'herbe.
Il y en a d'autres où tous les agneaux sont rentrés au sevrage, donc avec derrière du concentré. Et on a aussi deux conduites assez traditionnelles mais qu'on a retrouvées là, dans 2 élevages. Un qui reporte systématiquement un maximum d'agneaux sur l'automne pour attendre la sécheresse, laisser passer la sécheresse et puis bénéficier de la remontée des cours à l'automne. C'était très très traditionnel ça autrefois. Et un autre aussi où tous les mâles sont castrés. Ça se fait aussi, c'est devenu assez rare en conventionnel, mais il y a une OP en Limousin, un secteur Limousin où ça se fait encore. Le 4e groupe, donc 2 périodes de mise bas, un nuage fractionné, donc une période des mises bas de contre-saison où la lactation va se faire en bergerie, et là par rapport au groupe précédent, il y a moins les 2 premiers groupes, il y a moins d'utilisation de foin de légumineuses, et il y a plus d'enrubanage par contre. Bon, pour ces agneaux de contre-saison, il n'y a pas de miracle, hein, ils sont faits en bergerie. Alors, il y a eu des tentatives, hein, et peut-être qu'à terme, avec le réchauffement climatique, on peut imaginer faire des agneaux d'herbe en contre-saison, c'est possible, mais jusqu'à présent, les tentatives qui ont été faites n'ont jamais été trop concluantes. Et dans ce groupe-là, on a des céréales qui sont prélevées, des protéagineux aussi. Mais en général, ça suffit pas. Autant pour les brebis, on arrive à être à peu près autosuffisant, que par contre pour les agneaux, ne serait-ce que pour les agneaux de contre-saison, là il y a forcément des achats conséquents. Donc le concentré, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et là, en fait, ce qui est assez, intéressant, c'est qu'en fait, on est sur le coût du concentré étant relativement élevé, bien sûr, en bio, à l'achat, mais à produire quelque part aussi. Là, on a comme des systèmes qui consomment, qui maîtrisent relativement bien leur consommation de concentré. Alors, voir selon certains, peut-être qu'ils n'en donnent pas suffisamment. C'est peut-être pour ça qu'on a des productivités faibles. Donc là, vous retrouvez notre productivité qui varie de 0,5 à 6 agneaux par brebis. Et là, vous avez la consommation totale de concentré ramené au kilo de carcasse produit. Et donc là, on est un peu en dessous de ce qu'on observe en moyenne en conventionnel, si tant est que ces moyennes veuillent dire quelque chose, bien sûr, mais là, on est en moyenne à 7,4 kg, voilà, 7 kg même. 7,4 kg c'était en 2013, 7 kg en 2012, alors qu'en conventionnel on est plutôt alors c'est très très variable selon les régions bien sûr, mais on est plutôt à 8 kg voire au-dessus. Donc et c'est relativement logique, en bio la consommation de concentré est plus maîtrisée. On va passer ensuite au sanitaire, même si c'est pas du tout ma spécialité. Donc c'est comme ça a été évoqué tout à l'heure par l'intervenant précédent, c'est comme un gros souci en petits ruminants, le parasitisme, entre autres, il y a plein de soucis sanitaires. Et là, donc, on avait décidé de se focaliser surtout sur la gestion du parasitisme. Et là, en fait, selon les régions, selon les groupes, là, on voit aussi des pratiques relativement différentes. C'est-à-dire que pour les régions du sud, en élevage d'automne, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'antiparasitaires chimiques qui sont utilisés. Après, en traitement alternatif, il y a un peu de vinaigre de cidre. Alors oui, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que dans le cahier des charges actuel, donc les traitements antiparasitaires sont plus comptabilisés dans les traitements limités, donc à 3 pour les adultes et 1 pour les jeunes. Mais par contre, leur utilisation préventive est proscrite. Ensuite, un nuage d'hiver, Pays de la Loire, Poitou-Charentes essentiellement. Là, on voit qu'on a en général un traitement classique sur les brebis et sur les agneaux, 1 à 3. Le groupe suivant, les tentatives en matière de traitement alternatif, c'est surtout de l'homéopathie. Dans le groupe en âge de printemps, donc plutôt Limousin, Auvergne, Lorraine, là, donc avec des agnelages qui sont plus groupés, plus tardifs, on arrive à se limiter en général à un seul traitement sur agneau, mais par contre un traitement aussi sur brebis. Et là, il n'y a pas ou peu de tentatives de traitement alternatif. Et le groupe suivant, le 4e, donc avec 2 périodes de mise bas, automne-printemps, on est en situation intermédiaire, donc entre 1 et 2 traitements sur agneau en général, et toujours un traitement sur brebis. Et là, dans ces régions-là, ou dans ces systèmes-là, parce que là ils sont répartis un petit peu partout, c'est plutôt la phytothérapie qui est testée en matière de traitement alternatif.
Bon, en passant, parce que je l'ai laissé, là, quand on va dans les deux bassins laitiers, en fait, bon, il n'y a pas d'agneau à l'herbe, il n'y a pas de parasitisme. Sur les brebis, ils sont aussi à 1 ou 2 traitements classiques par an. Et là, c'est plutôt l'aromathérapie qui est testée en traitement alternatif. On a également regardé, mais uniquement sur les élevages qui ont été support de cas concrets, l'utilisation d'antibiotiques. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cas concrets. Et en gros, sur les 8, il y en a une moitié qui n'utilise pas du tout d'antibiotiques. Hein, on a chiffré la dépense. Bon, là, vous avez les pathologies concernées. Donc la moitié qui n'utilise pas du tout d'antibiotiques et la grande majorité qui en utilise très très peu. Vous voyez, si on ramène la dépense totale d'antibiotiques, on est ici à 20 centimes, 40 centimes, 70 centimes, et puis bon là 1,40 € là, pour l'élevage du Limousin. Donc mais ça reste quand même a priori des utilisations très très modestes. On va passer à l'économie alors. Donc là, vous avez, comme tout à l'heure, en abscisse, vous avez 2012, en ordonnée, vous avez 2013. Et donc là, la diagonale, ce serait des élevages qui auraient exactement le même niveau de revenu en 2012 et en 2013. Donc là, 50 000 € de revenus. Donc c'est le revenu classique, c'est le résultat courant, ramené à unité de main-d'œuvre exploitant. Donc vous voyez, on a des résultats quand même qui sont quand même assez variables. Là, c'est que les spécialisés au vin viande, avec des élevages effectivement qui ont eu le même niveau de revenus. Donc 3 élevages ici qui se situent autour de 15-17 000 € de revenus pour les 2 années, à l'opposé des élevages qui étaient à 0 en 2012 qui sont montés à 30 ou 45 000 € de revenus. Et là, 3 avec des niveaux de revenus qui sont quand même assez faibles les 2 années. Et là, 2 qui ont baissé entre 2012 et 2013. Sachant que la baisse de revenus entre 2012 et 2013 était quasiment systématique. Enfin, de toutes les grandes productions, avec notamment l'évolution des aides PAC. Les points jaunes, donc les systèmes ovin-culture, donc avec un peu moins de variabilité entre les 2 années, même s'il y a eu une baisse aussi en général quand même, parce que 2013 c'était pas une bonne année céréalière, hein, peut-être meilleure que 2016, mais c'était quand même pas une bonne année. Mais par contre, moins de variabilité quand même entre années. Vous voyez, on est sur plus près de la diagonale, mais avec des revenus qui vont de 0 à 30 000 €. Donc une grosse variabilité quand même de revenus entre élevages. Ovin plus grande culture. Ensuite, ovin et bovin viande, donc les 4 points rouges. Bon, pas des revenus entre 10 et 20 000 € de revenus à peu près, ou 0 pour la 2e année. Effectivement, il y a 2 élevages là qui sont quasiment à 0. Là, je rajoute tous les autres, notamment les systèmes donc avec des granivores. Donc là, vous voyez, là c'est un peu une mauvaise surprise aussi. Je pensais qu'on aurait moins de fluctuations en bio par rapport au conventionnel, mais entre les 2 années, vous voyez, il y a quand même des écarts très 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 forts de revenus. Donc on a des revenus qui sont très contrastés entre groupes, entre années et entre élevages au sein d'un même groupe. Donc beaucoup de variabilité, beaucoup d'hétérogénéité. Alors là, j'ai juste laissé, là on parlait des ovins laits, donc je ne sais pas si vous les voyez, les points bleus. Voilà, on a plutôt des revenus qui sont plus stables, hein, plus près de la diagonale, et qui s'étagent en gros entre 15-20 000 € et 50 000 € de revenus par unité de main-d'œuvre. Donc des revenus plutôt plus stables et meilleurs quand même qu'en viande. Alors après la question classique, oui, la productivité des brebis et le revenu, est-ce que c'est lié? Donc là, vous retrouvez ici la productivité des brebis qui va de 0,5 agneaux à 1 agneau 6 par brebis et par an. Là, nos revenus qui vont de moins 40 à 50, ça c'était 2013. Et là, donc, j'ai pris que les spécialisés, parce que dès que vous avez plusieurs productions, il n'y a pas que l'atelier au vin, il n'y a pas que la productivité des brebis, enfin, de toute façon, il n'y a pas que la productivité des brebis qui joue. Et là, donc, une corrélation qui est relativement faible, si on prend la productivité, brute, quoi. Mais en revanche, si on déduit
si on déduit de la productivité les kilos d'agneaux qui sont faits avec les concentrés, hein, en partant de la part des besoins énergétiques des brebis couverts par les concentrés, alors on a quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant. Notre corrélation tout à l'heure, elle était à 0,2 à peu près, et là on est quasiment à 0,6 de corrélation, donc c'est beaucoup plus significatif. Vous voyez là on a la productivité pondérale autonome, donc tout ce qui est kilo d'agneau fait par brebis sans concentré, qui va de 5 à 18, pas loin de 20 kg de carcasse par brebis et par an. Et là vous voyez donc on a quelque chose qui est... Bon, c'est un nuage qui est quand même bien orienté, entre 0 et 45 000 euros de revenus par unité de main d'œuvre. Donc là, on était sur le revenu, le résultat économique global de l'exploitation. Maintenant, on va faire un zoom sur le coût de production, donc au niveau de l'atelier ovin. Quand on raisonne sur un atelier, pendant longtemps, on parlait que de marge brute, hein, et là, donc depuis quelques années, on a essayé d'aller un peu plus loin parce qu'on ratait quand même un certain nombre de charges, notamment les charges de méca. Donc le coût de production, quand on en parle, nous, là, dans nos dispositifs, donc Institut de l'élevage et dispositifs Inosis réseau d'élevage, en fait, on propose un coût de production qu'on appelle complet, c'est-à-dire que non seulement vous avez les charges opérationnelles, mais aussi les charges de structure, avec des clés d'affectation qui sont issues de traitements statistiques. On sait que par exemple pour faire du mouton, pour faire des cultures, on n'a pas besoin du même niveau de mécanisation. Mais on intègre aussi ce qu'on appelle les charges supplétives, donc c'est un gros mot, en fait, ça veut dire que on tient compte aussi de la rémunération des exploitants. On ne veut pas présenter un coût de production qui n'intègre pas un minimum de rémunération pour les exploitants. Et là, la convention qui a été retenue, c'est un SMIC et demi. Pour toutes les productions, on va dire herbivores du moins. Pour le foncier en propriété, également, on va lui mettre une rémunération au niveau du prix du fermage de l'exploitation, ou s'il n'y en a pas sur l'exploitation, au niveau du fermage, on va dire, local dans la région. Et pour les capitaux propres, là, bon, une rémunération au niveau du livret A, autant dire pas grand-chose, mais la bourse, c'est plus ce que c'était. Hein. Et de ce coût de production, on va déduire les aides et les coproduits. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est parti sur le coût de production de l'agneau. Autant en bovin viande, on peut tout mettre ensemble. C'est-à-dire qu'en bovin viande, les vaches de réforme, elles sont vendues plus cher que les taurillons. Enfin, les taurillons, ça n'existe pas en bio. Mais bon. Alors qu'en agneau, on est plus comme... C'est comme en cochon, quelque part. C'est-à-dire que la vache de réforme, la brebis de réforme, elle vaut... Si on la ramène au kilo de viande, elle vaut 2 à 3 fois moins cher. Donc on considère que c'est un coproduit de l'agneau. Comme la laine, qui elle-même ne paye pas la tonte, enfin, ou à peine. Donc les réformes, la laine, éventuellement les ventes de fourrage quand il y en a, parce qu'on avait quand même quelques élevages qui étaient excédentaires en fourrage. On va les déduire du coût de production pour calculer ce qu'on appelle le prix de revient. Et c'est ce prix de revient qu'on peut comparer ensuite directement au prix de vente, pour voir si on arrive aux objectifs qu'on s'était fixés, notamment le SMIC et demi. Voilà, ça c'était sous forme texte. La même chose en couleur. Donc là, c'est sous forme de graphique. Donc là, c'est la moyenne 2013 sur les 15 élevages herbagés qui commercialisaient principalement en circuit long. Parce qu'on avait quand même pas mal de circuits courts. J'ai oublié de le dire au début. C'était une volonté d'avoir une représentation des principaux modes de commercialisation. Donc là, vous avez notre coût de production qui au total est de 18 kg et 10 centimes. Donc là, vous avez 1,70 € d'achat d'aliments. Donc là, on est plutôt en dessous du conventionnel, bien sûr. Ensuite, 70 centimes d'appro sur les surfaces. Donc semences, engrais, normalement pas trop. Les frais d'élevage. Bon, tout ce qui va être notamment frais vétérinaires, frais de repro, pas trop non plus. Ensuite, on arrive à la méca, donc là, plus de 3 €. Alors là, par contre, on est plutôt plus élevé, on va dire, qu'en conventionnel, hein, 3,30 €. Ensuite, les bâtiments, 90 centimes. Là, les frais divers de gestion, qui sont quasiment à 2 €. Le foncier, 2,30 €, qui est là aussi un petit peu élevé, mais il faut le voir... Comme je disais tout à l'heure, on a des niveaux de chargement qui sont relativement faibles. Donc automatiquement, quand le chargement, ça veut dire qu'on a peu de production à l'hectare, donc automatiquement, c'est logique, c'est mécanique,
le fait qu'on ait un coût de foncier ramené à la production qui soit élevé. Et enfin, la rémunération du travail, qui là aussi est assez élevée. Donc 18 euros de coût de production, et en face on a un produit qui est de 15 euros. 15 euros, donc 6,80 euros de prix de vente du kilo de carcasse en moyenne, donc en circuit long. Alors avec c'est un des éléments, c'est-à-dire qu'en fait on a l'agneau c'est rare, donc l'agneau c'est cher. C'est-à-dire qu'en fait en conventionnel on est sur des prix assez élevés avec une forte part de démarche qualité de label rouge, CCP, etc. Donc c'est pas forcément évident en circuit long bio d'avoir une plus-value conséquente. Et là, de mémoire, en 2013, je crois, ou 14, je sais plus, elle était de 7%. Sur le premier volet dont je vous ai parlé, la première action du programme CASDAR. Donc une plus-value qui n'était pas très élevée, mais qui apparemment en 2015 est montée à 12%. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi, ça, hein. La mayonnaise est en train de prendre. Donc là, on a nos 6,80 € de prix de l'agneau, 1,10 € de coproduit, donc c'est essentiellement les brebis de réforme, parce que la laine, il ne faut pas trop en parler. Et ensuite les aides, 7,20 € d'aide ramenées au kilo de carcasse. Donc tout ça, ça nous fait 15 euros de produit qu'on peut comparer à nos 18 kg de coût de production. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un prix de revient de 10 euros à peu près, ouais. Un prix de revient de 10 euros, donc qui est supérieur au prix de vente de 6,80 €. Donc ça veut dire qu'on n'est pas à un SMIC et demi de rémunération, mais en moyenne on est autour de 0,8 sur 2013. Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est un peu compliqué comme mécanique, mais c'est le choix qu'on a fait. Il n'y a pas de formule idéale. Ça permet de tenir compte du fait que quand on annonce un coût de production, on annonce quand même quelque chose qui intègre la rémunération des éleveurs. Ça ne nous paraissait pas correct de communiquer sur des chiffres sans rémunération, mais par contre, avec cette convention d'un SMIC et demi, souvent on n'y est pas, quoi. Même en conventionnel, comment dire, l'année la pire, par exemple, que j'ai en mémoire, c'était 2008. 2008, on était en gros un demi-SMIC. Vous vous rappelez, c'était la première flambée des prix des matières premières. Et on était à un demi-SMIC. Après le rééquilibrage des aides en 2010, on est quasiment monté à un SMIC et demi sur les fermes de référence conventionnelles. Après, ça a un petit peu baissé. Et là, c'est remonté un peu en 2014. 2015, ça devrait le faire aussi. On n'est pas tout à fait un SMIC et demi, mais on n'en est pas très loin. Là, vous avez sur ce graphique le prix de vente et le coût de production. Donc là, vous avez en gros deux groupes. C'est-à-dire des élevages qui vendent à plus de 10 euros du kilo de carcasse. Donc c'est des herbagers en point bleu, mais c'est surtout des pastoraux, donc des élevages du sud. Et là, voilà, on est en circuit court essentiellement. Enfin, circuit court même quasiment exclusivement. Donc avec un prix de vente, lorsqu'on ramène le prix vendu au kilo de carcasse produit, on est à on va de 10,50 €, on va dire, à 13 €. Et là, des élevages donc en circuit long, qui pour certains n'ont quasiment pas de plus-value par rapport au conventionnel. Là, vous voyez, on est à 6 €. Et certains, là, bon, quand on est à 9 €, là, en général, il y a déjà un petit peu de circuit court. Et en face, donc, là, vous avez les coûts de production, donc, bon, qui sont globalement plutôt plus faibles en circuit long qu'en circuit court, c'est logique, mais après, avec là encore des variabilités relativement importantes. Donc des coûts de production qui vont de 10 € à, bon, là, quasiment à 60 €, là, mais c'est, bon, à une exception près, c'est plutôt en circuit court. Donc en face de ces coûts de production, qu'est-ce qu'on a comme rémunération? Donc là j'ai basculé, là vous avez du coup le coût de production en horizontal, et là les rémunérations, vous voyez, pardon. Là cette barre là elle correspond au SMIC et demi, et on a 2-3 élevages qui atteignent le SMIC et demi en 2013, donc pas tant que ça, quoi. Mais il y en a quand même quelques-uns. Et en circuit court, on voit que c'est pas forcément plus le cas. Voilà, donc si on compare maintenant le prix de vente et le prix de revient, c'est la même chose, mais ouais, allez, je vais passer tout de suite. Là, voilà. Là, vous avez donc au-delà de 10 € dominant de circuit court, et en deçà de 10 € dominant de circuit long. Et donc là, ici, cette diagonale, ça symbolise un prix de revient qui serait égal au prix de vente, donc un SMIC et demi. Donc les élevages qui sont en dessous de la diagonale, ils sont
à plus d'un SMIC et demi, vous voyez, on retrouve nos 2-3 élevages, les autres sont plutôt en dessous. Donc ça veut dire qu'en général, on a effectivement des prix de vente qui sont nettement inférieurs au prix de revient. Et donc les chiffres qu'on avait retenus, qui sont une base de discussion pas forcément évidente avec l'aval, c'est qu'en fait, donc en circuit long, on a en moyenne, sur 2012 et sur 2013, un surcoût de production, parce que c'est souvent la question, quoi. On produit en bio, ça coûte plus cher, mais ça coûte combien le surcoût? En système herbagé, on a à peu près autour de 6 euros de surcoût de production par rapport au conventionnel, et en système pastoral autour de 11 euros. De ce surcoût, on peut déduire quand même des aides, parce qu'il y a quand même des aides en plus. Donc en fait, on arrive ensuite, lorsqu'on enlève les aides supplémentaires, on a un surcoût de 2,70 € en système herbagé et de 3,60 € en système pastoral. Tout ça pour arriver en fait à la fin à notre prix de revient, donc en circuit long, qui est autour de 10 €, ce qui correspond au chiffre, au graphique que je vous ai présenté tout à l'heure. On est autour de 13 € de prix de revient pour un SMIC et demi en système herbagé et 13 € en système pastoral. Bon, contexte naturel plus difficile. Alors sachant qu'effectivement, ce n'est pas des chiffres en général qui sont proposés par les opérateurs. Il y a un contre-exemple, effectivement, une ou deux démarches qui arrivent à proposer ce niveau de prix en circuit long, mais c'est plutôt des exceptions. Donc voilà, ça c'était la partie économique. Donc j'enchaîne pour finir avec la partie travail. Donc le bilan travail, donc ça c'est une méthode qui date des années 90. Donc classiquement on distingue différents types de travaux. Tout ce qui est travail d'astreinte, c'est-à-dire le travail qu'on ne peut pas reporter, tout ce qui est lié à l'alimentation, la surveillance, les soins à la mise bas, etc. Par opposition au travail de saison, qu'on peut plus facilement décaler, donc les travaux dans les champs par exemple, mais aussi des travaux sur le troupeau, faire un lot de lutte, un sevrage par exemple. Bon, si je sèvre pas aujourd'hui, je peux sevrer, que je sèvre aujourd'hui ou demain, quelque part ça ne change pas grand-chose. Et en face, on regarde les différentes catégories de personnes qui interviennent. Donc il y a ce qu'on appelle la cellule de base, c'est les personnes qui interviennent. Je vais dire la définition, ça permet. Les personnes qui travaillent en permanence et pour lesquelles l'activité agricole est prépondérante en temps et en revenu et qui organisent le travail d'exploitation. Donc c'est essentiellement les exploitants. Et pour ces personnes-là, on va calculer un temps disponible. C'est un peu l'équivalent d'une marge brute. C'est le temps qui reste pour faire les autres travaux. Type travaux d'entretien, entretien du matériel, entretien des bâtiments, la comptabilité, toute la paperasse, administration, prendre des congés quand même aussi, aller en formation, voilà. Et donc il y a les autres types de salariés, d'autres types de personnes qui ne sont pas à la cellule de base. Il y a les salariés, il y a les bénévoles, et puis il y a l'entreprise, tout ce qu'on va déléguer, externaliser. Alors, classiquement, là vous voyez vraiment rien, je suis désolé. On a ce qu'on appelle les économies d'échelle, c'est-à-dire que pour nourrir 400 brebis, on ne met pas 2 fois plus de temps que pour nourrir 200 brebis. C'est-à-dire que, donc, d'où cette courbe de ce type-là, parabolique ou hyperbolique plutôt. Et là, donc, vous avez le temps de travail d'astreinte ramené par brebis et par an, en fonction des différentes conduites. Mais bon, ça va de 14 heures à... Là, alors ça, c'est 2 petits troupeaux lorrains, des systèmes mixtes. Bon, la part du travail entre les ovins et les bovins n'était pas forcément évidente à dissocier. Mais sinon, bon, enfin, voilà, on est plutôt autour de 2 heures, voilà, dans les gros troupeaux, notamment de PACA. Voilà. Et alors après, ce qui est important pour comparer, c'est de tenir compte de la taille du cheptel, comme je disais, comme on a ces économies d'échelle. Et là, vous avez les... Oui, c'est vraiment... là, donc, moins de 350 brebis, 350 à 550 et plus de 550. On peut prendre le groupe le plus important, on va dire le plus significatif. Là, agneau bio, vous voyez, on est à 5h60 de travail d'astreinte par brebis et par an. Notre référentiel, on va dire conventionnel, ferme de référence classique, on était à 4h. 4h20, pardon. Donc on a plutôt plus de temps. Alors on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui peut l'expliquer ? C'est tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, par exemple sur le plan sanitaire. Le fait qu'on ne puisse pas faire de traitement préventif, ça demande peut-être plus de surveillance. Après, autre élément d'explication, le fait qu'il y ait plus d'agneaux d'herbe, c'est-à-dire qu'en conventionnel,
il y a beaucoup de régions où il ne se fait plus du tout d'agneaux d'herbe. Donc là, faire des agneaux d'herbe, ça demande aussi du temps de suivi au pâturage. C'est un élément explicatif. Après, peut-être aussi, on n'a pas les mêmes tailles de troupeaux, les mêmes investissements en bâtiments. On a peut-être des bâtiments moins fonctionnels. Puis après, on a peut-être des tailles de troupeaux aussi ramenées à la main-d'œuvre disponible, qui est peut-être un petit peu plus faible. Et autre élément d'explication, c'est pas toujours évident il y a pas mal de ventes directes. Quand il y a dissocier le temps lié vraiment à l'élevage par rapport le temps lié à la transformation, à la commercialisation, c'est pas toujours évident, quoi. Dans les enquêtes, ça n'a pas toujours été peut-être aussi facile à faire. Et donc, dernier élément, donc voilà, deuxième et dernier élément sur le temps de travail. Donc là, le temps disponible, là, il faut le raisonner en fonction du nombre de personnes, nombre d'exploitants, selon qu'on est 1, 2 ou 3, 4, voilà, associés. Donc là, il y a les individuels, là, en général, c'est des couples, et puis là, donc, plutôt des grosses structures sociétaires. Et là, donc, on voit que pour les personnes seules, on est en moyenne sur 1000 heures de temps disponible, donc temps disponible pour faire les travaux d'entretien, etc. Donc, contre 830 heures, là, pour le référentiel, on va dire conventionnel. Quand il y a 2 personnes à la suite de base, on est autour de 1200 heures contre plutôt 1100. Et 3 et 4, pareil, 1200 et un petit peu plus. Donc là, on a plutôt un peu plus de temps disponible. C'est-à-dire qu'il y a un petit paradoxe, c'est-à-dire qu'à la brebis, on a plutôt plus de travail d'astreinte, mais globalement, sur l'exploitation, on a quand même plus de temps disponible. Donc, quelles explications on peut proposer ? Déjà, effectivement, on a des structures plus petites. L'exemple de tout à l'heure était très significatif, donc des structures plus petites, avec aussi parfois plus de salariats, c'est-à-dire que notamment dans les exploitations où il y avait de la vente directe et de la transformation, donc là il y avait plus souvent de salariats par rapport à ce qu'on rencontre en conventionnel. Et aussi peut-être un élément explicatif par rapport aux pratiques. On a peut-être plus de travail d'astreinte, mais par contre on a sans doute moins de travail de saison. Bon, déjà il y a moins de culture en général, donc tout le travail de saison lié aux cultures. Et il y a peut-être aussi moins d'intervention sanitaire, comme il y a plus de on va dire, de prévention, de suivi, pardon, et aussi par rapport à leur production. Bon, il n'y a pas de traitements hormonaux, etc. Différentes hypothèses pour expliquer. Donc, pour conclure, déjà, c'est pour ça que vous avez autant de graphiques avec des nuages de points, c'est qu'on a vraiment voulu insister sur on a une très grosse diversité de résultats, ce qui était un peu recherché, c'est-à-dire qu'on avait voulu des exploitations spécialisées, des exploitations mixtes, voire diversifiées, on avait recherché une participation des grands bassins de production, donc on a, quelque part, on a entendu des perches chausseurs battre, c'était logique qu'on ait des résultats très divers, mais même à l'intérieur des groupes, on a quand même des résultats qui sont très très divers. Donc on vous présente des moyennes, mais c'est quand même pas, c'est pas toujours très très significatif. Ensuite, donc en ovin viande, c'est pas le cas en ovin lait, on a plutôt des résultats techniques et surtout économiques qui sont plutôt inférieurs par rapport au conventionnel. Donc pourquoi ? Parce qu'on a une moindre productivité des brebis et de la main d'œuvre, et qu'en face, on a effectivement une moindre consommation d'intrants, mais elle est peut-être pas suffisante, par rapport à la moindre productivité. C'est-à-dire que là, par exemple, je regarde mes chiffres, je révise en même temps. Donc pour les herbagers, on était à 0,8, 0,9 SMIC, alors qu'on est un peu au-dessus de 1 en conventionnel, autour de 1, 1,10 sur l'année 2013. Et en pastoral, on était à 0,8 contre 0,9. Donc il y a des écarts, mais ils sont pas non plus, ils sont pas énormes. En revanche, donc peut-être moins d'argent, mais peut-être plus de temps, donc plus de temps disponible. Avec des structures plus petites et plus de recours au salariat. Et donc ce qu'il faut surtout retenir, c'est vraiment les premiers résultats nationaux. Jusqu'à présent, des suivis en agneaux bio, il n'y en avait eu que dans certaines régions, sur des financements essentiellement des conseils régionaux. Donc c'est des premiers résultats nationaux, donc c'est quand même leur principal mérite, mais qui demandent avant tout à être consolidés. Et comme je disais tout à l'heure, là en 2015, la plus-value en bio par rapport au conventionnel a quand même nettement augmenté, vu qu'on est passé de 7% à 12%. Donc peut-être que d'ici 1 an ou 2 ans, enfin si on reproduit un suivi de ce type-là, parce qu'aujourd'hui c'est arrêté, malheureusement, on aurait peut-être des résultats qui seraient peut-être un peu plus équilibrés entre conventionnel et bio, voire plus favorables au bio. Voilà, donc je vous ai assommé, mais je vous avais prévenu, donc...
Voilà. Bon, si vous avez des questions sur cette partie plus économique ou s'il y a des aspects techniques qui vous sont revenus en tête sur lesquels vous voulez des éclaircissements, n'hésitez pas.